Bonjour et bienvenue sur Métro Boulot Finito, le podcast qui change les codes du travail et qui veut en finir avec la routine métro boulot dodo. Dans ce podcast dédié au travail, on parlera efficacité, relations au travail, bien-être, mais aussi vision du travail de demain. Je m'appelle Marline et je vous aide à booster votre efficacité sans vous épuiser. J'espère que vous êtes en forme parce que c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le MyEco Talks du mois. Et qui dit MyEco Talks dit que je ne suis plus toute seule au micro du podcast. Aujourd'hui, j'ai en face de moi Jonathan Bouilly, qui est CEO de chez Elneo. Bonjour Jonathan, comment est-ce que ça va ? Ça va très bien, bonjour. Alors Jonathan, avant qu'on attaque cet épisode, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Jonathan Bouilly, j'ai 38 ans, je suis marié à une femme extraordinaire et j'ai 3 petits garçons qui ont 7, 4 et 2 ans. En plus de ça, alors que ça pourrait déjà me prendre toute ma vie, je suis le CEO de la société Elneo, qui est une boîte familiale qui a été créée en 68 et qui compte aujourd'hui une centaine de personnes. Et qu'est-ce qu'on fait chez Elneo concrètement ? Alors chez Elneo, on travaille dans le B2B industriel, c'est-à-dire qu'on vend du matériel, dans notre cas technique, à d'autres sociétés qui produisent. Donc nous, on travaille principalement dans les fluides sous pression. Donc on a tout un département qui est le département instrumentation, qui permet de mesurer tout ce qui se passe dans un tuyau, parce que comme vous pouvez vous en douter, dans une canalisation de gaz, on ne va pas ouvrir la canalisation pour voir s'il y a du gaz dedans. On met des instruments pour mesurer en permanence la quantité de gaz qui passe. Et puis, on a 2 départements qui sont compresseurs et pneumatiques qui fabriquent l'air comprimé et qui l'utilisent dans l'industrie. Alors, on me demande souvent ce que c'est l'air comprimé. L'exemple que mon papa me donnait et que je trouve qui est toujours bon, c'est quand vous sortez du bus et que vous entendez le pshhh des portes. Ça, c'est de l'air comprimé qui automatise un mouvement et donc qui ouvre automatiquement une porte sans que personne ne soit là. Et ce mouvement peut être créé et utilisé dans toutes les industries pour bouger des caisses, des pièces, etc. Ok, super intéressant parce que tu vois, moi aussi j'apprends des trucs et je vais le retenir cet exemple du bus pour l'air comprimé. Comment t'es arrivé CEO de chez Elneo ça s'est passé comment ton parcours jusque-là ? Alors ça a commencé, donc moi j'ai fait mes études à Maastricht en business international, puis j'ai travaillé 1 an comme consultant au Luxembourg et à l'époque, mon papa qui était le directeur m'a rappelé parce on vendait des panneaux photovoltaïques. Ok. C'était un peu le boom à l'époque et donc il m'avait dit: «John, j'aurais besoin de toi parce que là, on s'en sort pas, il y a une croissance énorme que j'arrive plus à gérer». Donc je suis arrivé, comme vendeur d'abord, pendant 3-4 mois. Et puis après qu'on ait cartonné, parce que c'était vraiment, un bon moment et en plus de ça, j'étais bon vendeur, donc j'ai été le meilleur vendeur de la boîte après 1 mois où j'étais là. Mais après il fallait installer tous les panneaux, donc je suis arrivé en interne pour, gérer toute la gestion de ces panneaux-là. Malheureusement, dans le photovoltaïque, ça s'est écroulé derrière, donc on est passé donc la boîte faisait 50 personnes avant le photovoltaïque, on est passé à 100, on est revenu à 50 parce qu'on a dû refermer le département photovoltaïque. J'ai été commercial pour la partie pneumatique, donc l'utilisation de l'air comprimé, dans l'industrie, pendant 3 ans. Puis j'ai pris la responsabilité des achats et puis en 2016, on a repris la direction avec mon frère Mathieu parce que papa voulait prendre sa pension et donc on a fait tout un projet de reprendre le management, mais aussi l'actionnariat. Donc à l'époque, on était 19 actionnaires familiaux. Et on s'est dit avec Mathieu, c'est trop compliqué parce que dans les actionnaires, de manière assez logique, on n'était pas tous actifs dans l'entreprise, même très, très peu. Et donc, on avait des dentistes, des kinés, des architectes qui ne comprenaient pas ou ne partageaient pas les mêmes enjeux que nous qui travaillions au quotidien dans la société. Et en 2023, mon frère a décidé de quitter l'entreprise. Et donc, là s'est posé toute la question de moi, ce que je voulais faire. Et à ce moment-là, j'ai décidé de reprendre l'entreprise seul ou plus précisément avec tous les collègues. Et donc voilà, maintenant je suis le seul CEO de l'entreprise. J'aime beaucoup quand tu dis seul ou en tout cas avec tous les collègues. On va en parler, mais je pense que toi, tu as une vision du travail qui est très participative à tous les niveaux. De l'extérieur, d'ailleurs, Elneo, on se dit c'est hyper axé sur l'humain. Vous avez été certifié Great Place to Work, aussi récompensé comme Belgium Best Managed
companies, pardon, mon anglais en plus c'est une catastrophe. Du coup, vraiment, on a ce regard de Elneo a l'air d'être une société qui est hyper centrée sur l'humain. C'est quoi une société, enfin pour toi en fait, c'est quoi la définition d'une société qui est axée justement sur l'humain? Ça veut dire quoi concrètement? Bah, pour moi, il y a plusieurs aspects là-dedans. Je pense qu'une société qui est centrée sur l'humain, bah, mon papa a commencé ça en 2004 et Mmh. c'est en fait simplement bah, à l'époque, c'était pas simple, mais maintenant, je pense que c'est quand même dans la norme dans la plupart des entreprises. C'est où on respecte l'humain et se rend compte que c'est pas une machine et de se dire, en fait, on peut travailler dans un environnement qui est agréable, qui est confortable et où on peut venir en se disant, en fait, je suis bien dans l'entreprise, je suis respecté, je peux parler aux différentes personnes, j'ai un cadre de travail, heu, qui est, acceptable et accepté par tout le monde. Ça, c'est pour moi la base de la base que papa a mis en place, lui, en 2004 Mmh. et depuis, nous, on a progressé pas mal pour, passer de ce que lui appelait la société humaine à une société participative qui, pour moi, est une étape plus loin et donc c'est en plus d'avoir un cadre de travail qui est agréable et où on est respecté, c'est un cadre de travail où on peut prendre part aux décisions, on peut prendre part au projet de l'entreprise et aux décisions, qui sont prises dans l'entreprise. Et comment tu mets en place ce cadre participatif? Concrètement, comment ça se matérialise dans l'entreprise? Concrètement, bah, nous, on a plein de choses, qu'on met en place. C'est d'abord, je pense, d'arriver à avoir vraiment une communication ouverte dans les 2 sens. On pense souvent à la communication, de la direction vers tous les collègues, mais je trouve qu'il y a pas assez de communication des collègues vers, Mmh. la direction. Donc, bah, nous, par exemple, on fait tous les mois un baromètre du bien-être qui est Mmh. envoyé à tout le monde. Donc on ne fait pas 14 000 questions, on met des étoiles de 1 à 5 pour savoir comment les gens se sentent. Et comme ça, on sait si on doit mettre des choses en place ou pas dans certains départements. Ça permet à certaines personnes qui sont potentiellement moins bien, même si c'est de manière anonyme, d'envoyer une petite alarme. On fait ce qu'on appelle des open lunch, donc c'est une fois par mois, plus ou moins, où on envoie un Google Form et de manière anonyme, tout le monde peut poser toutes ses questions et 4-5 jours après avoir envoyé Google Form, on fait un lunch où on paye les sandwichs à tout le monde et moi je réponds à toutes les questions sans exception. Et donc, on a déjà eu des questions, très challengeantes et pour moi, c'est le but Mmh. parce qu'en fait, ces questions, elles sont là, elles existent et ne pas y répondre ou ne même pas laisser les gens les poser, en fait, ça ne résout pas le problème, ça le met juste sous le tapis et donc on a déjà eu des questions, du type, «À quoi servent les managers? Je vois pas très bien ce qu'ils font vu que c'est nous qui produisons, Mmh. toutes les ventes» et alors là, on doit réexpliquer un petit peu le rôle de chacun dans l'entreprise et ça permet d'avoir des conversations sur des sujets qui ne sont pas toujours abordés et donc moi, je trouve ça super intéressant. On a aller dans le participatif maintenant, enfin à l'époque, le budget était décidé de manière unilatérale, donc on se disait: «Bah, voilà l'objectif qu'on veut atteindre, ça veut dire qu'on doit faire autant de chiffres et de marges dans tous les départements et donc ça veut dire que par vendeur, on va répartir pac, 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 ça fait autant par vendeur et voilà vos objectifs de l'année». Maintenant, on demande à chaque, responsable de département de faire un plan d'action avec son équipe pour l'année à venir. Sur ce plan d'action est présenté à tous les autres managers, donc on est 14. Et sur base de ça, chaque manager va faire son budget d'entreprise pour son département, mais tous les autres départements. Et puis après, on va pondérer, on va mettre évidemment plus de poids pour le manager d'un département, pour son propre département, mais le budget des autres managers va être pris en compte et on va faire une moyenne pondérée donc, de tous ces budgets-là. Et donc, ce n'est plus moi qui choisis le budget, mais le budget est fait à C'est 14 ça. sur base des plans d'action que chacun a décrits. Et donc, bah, selon les projets qui vont être en cours ou on a dans certains départements où des personnes clés peuvent partir, bah là, on est bien conscient que ça va être plus bas, mais c'est vraiment fait ensemble et c'est construit à la base par les membres de l'équipe. Et donc c'est vraiment on a retourné, enfin, on a retourné la table pour Mmh. retourner le modèle et de se dire, en fait, quand c'est comme ça, bah là, le projet, il est porté par les personnes dans les départements Ouais. et il est pas imposé et donc c'est une autre dynamique d'entreprise. On a sinon dans les autres, un autre exemple concret qui me vient, dans notre équivalent de conseil d'administration, à l'époque, on avait un administrateur externe. Maintenant, on a 3 externes et 2 internes, en plus de moi. Et les 2 internes ont été choisis, via une élection sans candidat. OK. Et donc on a envoyé les noms de tous les collègues, de la société à tout le monde et on dit: «Voilà, est-ce que vous savez voter pour 3 personnes qui, pour vous, représenteraient le mieux, vos valeurs et les valeurs d'Elneo au sein du conseil d'administration?» Mmh.
Et alors moi, ce que je trouve qui est génial là-dedans, c'est que les personnes qui ont été élues m'ont redemandé les deux, m'ont dit John, est-ce que tu sais nous réexpliquer? Parce que j'étais sûr que je ne serais pas choisi. Et donc, j'ai écouté que d'une oreille. Et donc, avant de m'engager, parce que c'est important pour moi de bien faire les choses, je veux savoir si je dis oui ou non, dans quoi je m'engage. Et donc, c'est vraiment, je trouve que c'est le bien de l'entreprise qui est mis en avant et pas l'ego de la personne de se dire, tiens, je vais être dans le conseil d'administration, je vais pouvoir le mettre dans mon CV ou je ne sais pas quoi. Et donc, ça change un peu les dynamiques. Et donc, ces deux personnes-là sont au conseil d'administration où on va parler des sujets les plus stratégiques, que ce soit de la gestion quotidienne de l'entreprise, comment on va mettre notre management en place ou des rachats d'entreprises externes. C'est hyper intéressant d'avoir autant de participatifs dans l'entreprise. On entend beaucoup parler de management participatif. Est-ce que tu peux me donner ta définition du management participatif et me dire un petit peu comment ça se passe chez Elneo par rapport à ça? Oui, pour moi, le management participatif, je reprends souvent l'exemple de la vie privée. En fait, on fait tous du management au quotidien. On fait le management de notre vie. Donc, on doit gérer notre budget avec notre salaire qui doit payer nos factures. On doit pouvoir faire un management du temps. On va prévoir des vacances. On va voir quand on fait ces vacances-là. On va s'assurer d'avoir l'argent qu'il faut pour ces vacances-là. Bloquer les jours comme il faut. Être sûr d'y être au bon endroit au bon moment. Et globalement, depuis Henry Ford, je dirais, on a demandé qu'il n'y ait pas de cerveau dans l'entreprise et que le dirigeant savait tout ce qui, tout ce qui devait se faire par tout le monde. Et je pense que le management participatif, c'est revenir à l'ancien modèle, de dire en fait, on a tous un cerveau et on va tous le mettre à contribution du projet de l'entreprise. Et donc, on va tous participer à la réalisation du projet d'entreprise et on va tous pouvoir changer euh, les choses dans l'entreprise. Alors évidemment, il y a toujours un cadre. Je veux dire, un commercial chez nous ne peut pas d'un coup aller voir une entreprise et dire on vous rachète et on va investir 10 millions d'euros dans ce pays-là. Donc il y a chacun un cadre et le cadre est de plus en plus grand, plus on a des responsabilités. Mais dans son cadre, on a la liberté d'entreprendre, on a l'autonomie d'entreprendre, mais on prend aussi la responsabilité de ses décisions. Et donc on ne peut plus dire euh, on m'a dit de faire comme ça, alors je l'ai fait. Ouais, ça Je marche savais que plus. c'était une faute, mais je l'ai fait parce qu'on m'a dit de faire. Nous, on ne dit pas. Moi, souvent, ce que je dis, c'est faites pour un mieux, vous savez. Si vous avez besoin d'aide, venez me trouver, mais moi, je ne vais pas vous imposer une manière de faire. Et allez, un exemple était sur notre migration. Ici, nous, on est sur Odoo. On a migré il n'y a pas longtemps sur la nouvelle version et l'équipe informatique a fait toute une présentation parce qu'on fonctionne beaucoup avec ce qu'on appelle un advice process que je peux expliquer plus tard. Et à la fin de la présentation, ils m'ont dit alors John, on peut? Moi, c'est pas moi qui vais prendre la décision, c'est vous. Ouais, c'est ça. Si ça marche, ce sera votre réussite, mais si ça marche pas, ce sera votre échec, c'est pas très grave, mais vous portez la responsabilité de votre décision et vous pouvez pas dire après: «Ah tiens, c'est John qui a dit qu'on allait migrer. Ouais. On savait que c'était pas une bonne idée, mais on l'a fait parce qu'il nous a dit». Et donc c'est des petits détails, on pourrait croire que c'est des petits détails, mais heu, on n'a jamais eu une migration qui s'est aussi bien passée. Ils ont réussi à motiver tous les collègues autour parce que vu qu'eux étaient très motivés par le fait de faire cette migration et que c'était leur propre décision, ils ont réussi à mobiliser l'énergie autour et on a eu, pour la première fois en 15 ans, une migration qui s'est faite facilement. Je l'ai même pas personne n'est venu me trouver, première fois. Ça, c'est trop bien. Mais est-ce que tu dirais, enfin, ça se ressent dans ce que tu dis, mais je voudrais qu'on creuse un petit peu plus. Est-ce que tu dirais que le fait de laisser aux gens cette autonomie de prendre les décisions fait que du coup, ils ont davantage de motivation et ils se sentent plus engagés dans l'entreprise? Moi, c'est ma conviction profonde, mais après, c'est ma manière de fonctionner. J'aime bien pouvoir choisir ce que je fais et je pense après je fais vite j'ai la croyance que tout le monde pense un peu comme moi et je sais que c'est pas le cas à 100 mais en tout cas, je Non, pense je le confirme. non, mais je veux dire que je pense que tous les gens qui viennent chez nous ont cette envie de pouvoir choisir ce qu'ils font et comment ils le font Ouais. et je pense qu'il y a quand même pas tellement de gens qui adorent recevoir des ordres bêtes et méchants. Mmh. Il y en a certainement, certains, mais chez nous, en tout cas, le modèle, c'est de se dire: on a la possibilité de changer sa manière de faire et moi, j'aime bien me dire qu'en tant qu'entreprise, on est plus robuste du fait d'avoir des profils différents qui vont faire les choses différemment et que donc s'il y a un problème qui arrive, en fait, tout le monde ne sera pas impacté de la même manière. On a plusieurs types de départements qui vendent différents types de produits à différents types d'industries et donc ça rend le modèle beaucoup plus robuste, et ça donne un plaisir dans le boulot de pouvoir faire
Alors on donne pas la liberté totale à tout le monde, comme je disais, mais Mmh. il y a quand même la liberté de se dire: «Ah bah tiens, cet outil-là, il fonctionne pas, je vais plutôt prendre celui-là. Ce produit-là, bah, en fait, j'aime pas trop le mettre en avant, mais dans ma gamme, il y a celui-là, bah, je vais mettre celui-là». Il y a rien qui est imposé à 100 chez nous et oui, je crois que ça donne une motivation aux personnes qui est différente que quand on est imposé, enfin, on a l'habitude dans notre société, dans la société européenne, d'être imposé de tout, d'avoir des règles, d'être normé Mmh. et je pense qu'on n'est pas fait pour être normé à ce point-là. Je trouve ça chouette d'avoir un cadre et ça, c'était aussi un peu nous, c'est aussi des apprentissages. On est loin d'être parfait. À un moment, on a donné, on s'est dit: «On va dire aux gens, allez vraiment aussi loin que vous voulez» et puis en fait, il y a quand même quand on va trop loin, ça il y a une perte de repères, des différentes personnes et donc c'est important d'avoir un cadre. Parce qu'on a par exemple une équipe, qui s'appelle, Happy at Work qui organise, des événements, des barbecues et cetera et il m'avait dit au début: «Ah bah, qu'est-ce qu'on a comme budget?» Je dis: «Bah, faites comme pour vous» et en fait, il faisait rien parce qu'il avait peur Ah oui, de prendre de trop. prendre trop, il savait pas et au final, il faisait plus rien et donc je leur ai dit: «Bah, voilà, vous avez un budget, considérez 5 000 € et alors ils ont fait plein de trucs et parce qu'il y a un cadre et donc il faut arriver à mettre ce cadre et l'agrandir petit à petit et je pense que c'est aussi un apprentissage. Nous, on voit que des gens qui ont été dans d'autres sociétés, il y a un moment d'adaptation Mmh. parce qu'on a certaines je pense à une collègue, en Flandre qui devait demander pour aller boire un café. Ouf, tiens. Ah Pardon, hey! je viens de Ouais, lâcher la grosse ouais, expression on est à liégeoise, Liège, on mais est à Liège et oui, elle en était à demander l'autorisation et elle avait pas toujours un oui. ah oui, Chez d'accord. nous, tout le monde prend ses pauses quand il veut. Il y a une machine à café qui est tout le temps disponible, il y a des fruits, enfin, il y a tout ce qu'on veut. Mais ça lui a pris 1 an d'arriver à Pour se vraiment dire, se ouais. se déprogrammer et je pense que c'est un peu ce qu'on fait. Je pense qu'on est de plus en plus de sociétés à le faire, mais on reste quand même une minorité. Arriver à se dire: «En fait, on est tous des êtres humains, on n'est pas des robots» Mmh. et en fait, le boulot, ça peut être drôle. Ah, j'aime beaucoup cette vision-là. Et est-ce que tu penses que, bah, justement, là, tu dis, il lui a fallu 1 an pour s'adapter. Est-ce qu'il y a des gens qui, foncièrement, sont pas faits pour être dans un cadre d'entreprise qui donne quand même beaucoup d'autonomie et de flexibilité comme ça? Est-ce que tu crois qu'il y a des gens avec qui ça peut juste pas fonctionner? Je pense que tout le monde peut s'adapter. Il y a certaines personnes qui ont besoin, nous, de ce qu'on a vu, peut-être des personnes plus moins expérimentées, je vais dire, qui ont peut-être besoin de plus de cadres au début et d'être suivies de plus près, Mmh. ce qui est pas vraiment notre force, nous, chez nous. Parce qu'on va suivre bien pendant, 1 mois, 2 mois, 3 mois et puis l'idée, c'est que chacun puisse voler de ses propres ailes, et donc peut-être au début, oui. Après, je pense que le vrai défi qu'on a, c'est, quand on a travaillé d'une certaine manière pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, on va se mettre dans le système, LNEO, dans le système participatif mais la vraie difficulté, c'est quand on est dans un moment de défi, de challenge, de ne pas retomber dans ces anciennes méthodologies et de ne pas retomber dans le contrôle. Parce que le contrôle, c'est très facile de retomber dessus et très facile de revenir et de se dire: «Ah, je vais reprendre le contrôle de tout» et en fait, c'est à ces moments-là où il faut arriver à rester solide dans ses convictions et qu'il faut avoir, Mmh. du coup, vraiment des convictions, suffisamment profondes que pour se dire: «Tiens, ça va pas génial, mais on va continuer à pousser le modèle parce que c'est ensemble qu'on va y arriver, même si on dit souvent, seul on va vite, ensemble on va loin. Mmh. Mais si au milieu du process on revient seul, on casse tout ce qu'on a fait avant et donc on doit recommencer à zéro. Et donc ça, on a déjà vu aussi. Mais je pense que tout est possible et que l'humain est fait d'une telle manière qu'on sait s'adapter. On l'a prouvé sur les derniers millénaires. On sait s'adapter. Après, tout ne se fait pas en un jour. Tu penses que toi, tu as eu des moments où tu t'es dit: «Ah, j'ai envie de reprendre le contrôle» ou il y a eu des moments où tu t'as remis un peu en cause, le système de la boîte? Sans blague. Ouais, non, il y a des moments, on a tous des frustrations, on a Ouais. tous des faut pas croire que parce qu'on est une société, qui a des valeurs que je trouve extraordinaires, que tous les jours c'est facile, qu'on n'a jamais de problème, que tout roule tout le temps. On a nos propres défis et je pense qu'en termes de dirigeants, c'est beaucoup plus épanouissant, mais c'est beaucoup plus challengeant. Mmh. C'est beaucoup plus facile de diriger, de dire à tout le monde: «Tu vas faire ce que je te dis» et tu me dis rien. Tu as pas le droit à la parole. Parce que quand on autorise les gens à parler, on autorise aussi à la remise en question et moi je trouve ça génial, mais c'est challengeant et ça demande une remise en question, pas juste de la décision, mais personnelle, de comment on voit l'entreprise et par contre, cette remise en question est pour moi une bonification de la Mmh. solution et donc on arrive toujours à un résultat qui est meilleur. Ce qui n'empêche que le trajet peut être, difficile et qu'il y a des moments à se dire: «Ah, tcha, si je prenais juste cette décision et je rentrais dedans», mais je sais que c'est pas correct
Et donc c'est sûr que moi aussi, il m'arrive de me dire: «Attends, on irait tellement plus vite si poum, je prenais», mais si je faisais les trucs tout seul, bah, enfin, je j'aurais pas besoin de 90 personnes. Ouais. OK, maintenant on est quasiment 100, mais du coup, je ferais tout seul. Mais si je savais tout faire tout seul, je le ferais, mais alors on ferait pas 25 millions, on ferait quelques centaines de milliers de et donc c'est ça, il faut aussi pouvoir se rappeler Mmh. que c'est parce qu'on a un collectif qu'on arrive à atteindre ce résultat-là et qu'il faut arriver à faire monter le collectif et que monter tout seul et arriver dans une sorte de tour d'ivoire où on a une compréhension des choses qu'on considère supérieure aux autres, en fait, elle est juste déconnectée. Et si on se déconnecte de la réalité, à un moment, bah oui, on n'est pas dans la même réalité, mais on n'a pas pour autant raison. Ouais. Et ça, c'est important de se rappeler, de revenir avec l'équipe, d'arriver à reprendre tout le monde. Et c'est quand on arrive à faire monter l'ensemble de l'équipe que le projet évolue. Faut être très humble, je pense, en tant que CEO pour arriver à justement avoir cette vision, très collective et pas dans sa tour d'ivoire justement comme tu le dis. Ça demande un vrai travail sur l'ego, non? De pouvoir arriver à faire ça? Bah, je t'avoue que moi, oui, oui et non. Je sais pas, moi je dis souvent, je suis un scout de base. Je me suis jamais projeté comme CEO et même maintenant, si tu me croises dans la rue et que tu me demandes ce que je fais, je te dirai jamais que je suis CEO. Mmh. Je dirais je travaille dans l'air comprimé. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui projettent des choses sur les CEO, qui ont des croyances sur enfin, ce que je peux faire, ce que les autres peuvent faire. Mais moi, je me dis, enfin, je suis personne. Je veux dire, au niveau du monde, OK, El Néo, c'est 100 personnes, on fait 25 millions, mais si on regarde sur le PIB mondial, enfin, on n'est pas une poussière et il faut avoir aussi, la conscience de ça à un moment, Mmh. pas parce qu'on a une belle société, on est d'un coup, quelqu'un et il y a des gens qui enfin, pour moi, il y a des personnes extraordinaires, qui sont pas CEO. Il y a pas enfin, je trouve ça un peu fou, où on met un peu trop d'importance ou de poids sur la réussite professionnelle, et qu'on est une personne, si on a réussi professionnellement, pour moi, on peut être quelqu'un d'extraordinaire, en étant, employé, caissier, indépendant, tous les métiers sont beaux. Il y a des plus et des moins dans tous les métiers. Le plus important, c'est de se sentir bien à sa place et d'être épanoui dans son travail, je pense. Mmh. Ouais, mais en fait, ce qui est hyper drôle, c'est quand on t'écoute, ça a l'air tellement évident, mais en fait, je trouve que c'est vraiment hyper inspirant parce que je crois que tu te rends pas compte à quel point il y a peu de gens, à peu de CEO qui sont comme ça, qui ont cette posture aussi évidente de se dire, bah oui, mais enfin, tu vois, dans cette humilité de dire, bah non, mais c'est le collectif qui doit primer, etc. Parce que je crois que c'est très difficile quand tu arrives au pouvoir, entre guillemets, et surtout dans une société où, comme tu dis, la réussite professionnelle est valorisée à ce point-là. C'est difficile aussi de justement garder ce côté terre à terre avec les équipes. Mais c'est vrai qu'une chose que je me dis souvent, heu et après moi, c'est aussi la chance que j'ai eue, de pouvoir travailler dans l'entreprise 6 ans avant de la reprendre. Ouais. C'est que souvent, si pas tout le temps, quand on est dans une entreprise en tant que collègue, enfin après moi je me considère comme un collègue, mais on va dire comme pas, directeur, je dis: «Ah s'il pouvait faire ça, ça serait quand même pas très compliqué à un moment de faire ça, de partager cette décision-là, de partager, Mmh. les bénéfices de allez, ce serait quand même, parce que je me souviens quand j'étais dans ma première boîte qui était du coup pas la boîte familiale, une boîte externe et je me souviens qu'on discutait avec les collègues: «Oh c'est quand même fou, regarde ce qu'on nous paye et par rapport à ce qu'ils gagnent et» mais en fait, le problème, c'est que quand on est au pouvoir, on est la personne qui profite Mmh. et donc même si on jugeait, quand on n'y était pas, bah, en fait, le seul moment où on peut le changer, c'est quand ça nous profite à nous-mêmes et c'est là, je pense qu'il y a un truc et c'est comme ça partout. En politique, combien on dit: «Ah, je vais changer les choses», mais quand ils sont au pouvoir, bah, en Mmh. fait, c'est eux qui profitent de tous les avantages du pouvoir et donc ils ont pas envie de changer et de perdre ce pouvoir qu'ils viennent de se battre pour avoir et c'est vrai que moi, j'essaie de me rappeler ces moments-là et de me Mmh. dire: «Bah, si tu reparles à John de 25 ans, qu'est-ce que lui, il voudrait, dans l'entreprise?» Mmh. et c'est peut-être pas la même chose que, le John d'aujourd'hui et donc d'essayer d'avoir cette, mise en perspective des besoins des collègues et pas que des miens Mmh. et donc c'est ça qui permet aussi, je pense, d'ouvrir un peu un nouveau monde, dans l'entreprise. Et moi, je me suis déjà fait la réflexion parce que j'en ai connu des patrons qui débarquent dans l'entreprise et qui deviennent tout de suite CEO sans avoir conscience du coup de la réalité de terrain des gens qui travaillent vraiment pour eux. Et là, tu sens qu'il y a un décalage, effectivement. Est-ce que, du coup, tu penses que le fait, toi, vraiment d'être passé par ce statut de collaborateur, de collègue, bah, fait que tu arrives à garder cette vision-là, enfin,
Moi, je crois que c'est un plus, mais je sais pas toi comment tu le ressens. Bah, je pense que décalage, il y a toujours un décalage parce qu'au quotidien, Ouais. mon quotidien n'est plus le même que quand j'étais, commercial sur la route ou, et après tous les CEO, enfin personne n'a été CEO, enfin je pense, en sortant des études ou à 18 ans est devenu CEO et boum, avait une équipe directement de 100 personnes. Donc tout le monde est passé par différentes étapes et je pense que c'est d'arriver à se rappeler qu'à ce moment-là, on avait des frustrations Mmh. et que moi je trouve que le job d'un CEO, c'est pas de lever ses propres frustrations, c'est de lever les frustrations des autres. Mmh. Et c'est là, je trouve qu'on peut vraiment réussir à avoir un impact. J'aime beaucoup, cette phrase-là. Moi, je je vais la retenir. Il y a plein de punchlines dans cet épisode, j'adore. Tu parlais tout à l'heure de robustesse. On associe beaucoup, enfin, on a beaucoup justement, dit un petit peu, on va mettre de côté le côté performance pour parler plutôt de robustesse. C'est quoi, toi, ton positionnement par rapport à la performance? Parce que souvent, on l'associe à l'individualisme, donc ça laisse moins de place à la collectivité peut-être. Donc, j'avais envie d'avoir ton avis par rapport à ça. Et la performance au sens, pur, de dire, on va tout, affiner dans le modèle pour, être enfin, je vais reprendre l'exemple du sprinter qui va faire tout pour que sur 100 mètres ça se passe bien et qui va donc affiner toute sa musculature pour tenir à ça, mais s'il y a quoi que ce soit qui se passe sur son chemin, il est foutu. Ouais. Et donc moi je trouve que là mais il y a moyen d'être performant dans la robustesse, mais en gros, il faut essayer pour moi de et c'est vrai pour une entreprise, mais c'est vrai aussi même pour son boulot au quotidien, de diversifier les activités. Si on est bon dans quelque chose, mais qu'on fait que ça toutes 8 heures par jour, Mmh. à un moment, on va claquer parce que c'est pas possible de tenir et d'être au taquet, taquet, taquet tout le temps. À un moment, j'en sais rien, il va y avoir un problème avec son ordi, on va perdre une journée, on va péter une case, ça va pas aller. Et donc je pense que c'est d'arriver à s'ancrer, plus profondément. Je le disais justement à une présentation, avec les collègues, il y a 2 semaines. Pour moi, je reprends souvent le modèle de l'arbre, parce que, j'adore la nature. Mmh mh. Heu et l'arbre, il y a une forme de performance dans sa croissance où il va quand même toujours grandir un arbre jusqu'à être à une certaine taille. Mais en fait, cette croissance, elle est au service de la robustesse et donc il va s'ancrer dans des racines beaucoup plus profondes. Il va faire des branches qui vont prendre plus de lumière, qui vont prendre un peu plus de place et trouver l'équilibre par rapport aux autres autour. Mais c'est pas dans le but de, grandir sans arrêt et d'écraser tout le monde et donc c'est Ouais. dans un respect de ce qui est autour et c'est ça que je trouve qui est important dans la robustesse. Nous, comme je le vois, c'est se diversifier en termes, d'activités, commerciales, se diversifier en termes de pays. On ouvre maintenant un peu dans d'autres pays. Hem, c'est aussi que les collègues puissent arriver à changer de rôle dans l'entreprise pour ne pas se dire: «Tiens, j'ai Mmh. commencé comme, quelque administratif, vendeur, technicien, je ferai toute ma vie là-dedans et c'est parti pour 40 ans». C'est à un moment, on change, on évolue. Bah, moi, je trouve, c'est la mission d'une entreprise autant que possible, c'est pas toujours possible, mais d'essayer d'arriver à accompagner, les collègues dans pas de nous notre vision à 5-10 ans, c'est grandir ensemble. Mmh. Donc c'est faire grandir la société, mais faire aussi grandir chaque personne individuellement dans l'entreprise et je trouve que c'est ça la robustesse, c'est d'arriver à être, ensemble et alors oui, peut-être qu'on pourrait aller un peu plus vite. Oui, peut-être qu'un autre patron mettrait des coups de fouet, aux gens qui sont dans l'atrium en train de boire un café, parce qu'ils devraient aller vendre, 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 vendre et qu'on ferait peut-être un peu plus de chiffres l'année prochaine. Mais moi, je regarde pas à l'année prochaine, je regarde à 30 ans, à 40 ans. Mmh Je mh. me dis que j'ai la responsabilité, c'est ma grand-mère qui me disait ça à l'époque, que la société, on a une responsabilité, qu'elle était extrêmement fière à l'époque d'avoir, 40 familles qui avaient pu payer leur maison, Mmh. les études de leurs enfants grâce à l'activité qu'on fait au sein d'LNE. Et alors il y a des côtés qui sont, enfin perçus négativement avec, le patronat et cetera, mais quand on pense à ça comme ça, je trouve ça quand même extraordinaire et c'est quand même, enfin je trouve que c'est magnifique, mais c'est aussi une responsabilité qu'on a d'arriver à ne pas se dire: «En fait, on doit pas être performant sur 2 ans». Mmh. Parce que, moi j'ai des enfants qui sont petits, si dans 2 ans tout s'arrête, bah, c'est compliqué, Ouais. mais c'est sur 20 ans, 30 ans, 40 ans et si on peut accompagner la vie de personnes de manière positive, c'est extraordinaire. Mmh.
J'adore. Et en fait, j'ai encore 1 milliard de questions, mais le temps file. Donc, malheureusement, on va devoir passer à la dernière question, qui est un peu la question signature du podcast, qui est la question que je pose à tous les invités qui passent au micro. C'est finalement, aujourd'hui, il y a plein d'enjeux politico-économiques, écologiques, sociétaux. On a un peu des montées d'extrêmes et parfois des choses qui font très peur. Le monde du travail a une place hyper importante dans nos vies. Et du coup, c'est quoi le travail de demain pour qu'il soit plus durable et qu'il puisse nous accompagner aussi dans cette évolution de société qu'on espère positive? C'est quoi le travail de demain? Ouais, vaste question. Ouais. Moi, j'ai l'espoir, la croyance et le rêve que ce soit du faire ensemble. Mm. Et je trouve qu'on est fort venu dans un monde individualiste où chacun pense à lui. Dans son travail, on pense à soi, on pense à sa carrière. Et il y en a qui n'hésitent pas à écraser les autres pour arriver à monter un peu plus haut. Mm. Et en fait, si on va plus lentement et qu'on va ensemble, on va vers quelque chose qui est beaucoup plus sain et serein. Ouais. Via l'industrialisation, on a été vers beaucoup de plus vite, plus de tout. Mais en fait, ce plus de tout, c'est moins de nous et c'est moins pour nous. Et c'est ça que chez nous aussi, on essaie d'avoir vraiment un équilibre vie professionnelle, vie privée. Moi, par exemple, j'ai pas mes mails sur mon téléphone, je travaille pas le week-end, je travaille pas le soir. C'est important d'avoir cet équilibre et de revenir dans se dire à un moment, en fait, la vie, c'est maintenant. Et il faut pas toujours se dire je me défonce au travail pour avoir plus de je sais pas très bien quoi, mais plus tard, ce sera mieux. Et c'est d'arriver à retrouver cet équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Et je pense que c'est pas si loin de ce qu'on a aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup de changements sur le sens, mais le sens, c'est pas toujours mon job doit changer la planète. C'est déjà, est-ce que ça me donne une capacité de vivre la vie que j'ai envie de vivre? Et de temps en temps, plutôt que d'aller chercher vers le plus, chercher vers le moins, c'est pas mal. Après, c'est vrai que socialement, c'est toujours mieux vu de faire plus, d'avoir une plus grosse voiture et d'avoir... Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire à un moment où est-ce qu'on peut arriver à se stabiliser à un certain moment et juste se dire j'ai plus de temps? Parce que le temps, c'est la seule chose qu'on peut pas acheter. Et donc moi, c'est ce que je me dis, si on peut faire ensemble, et comme on disait sur la performance et la robustesse, on sera peut-être un peu moins performant, on fera peut-être un peu moins vite, un peu moins... Mais on aura peut-être un peu moins besoin de choses. Et donc, en fait, cette performance, on en aura peut-être moins besoin. J'adore. Et je pense qu'on va clôturer sur ça parce que j'adore. C'était vraiment cet épisode, c'était que des punchlines. Donc, merci beaucoup, Jonathan. Je pense qu'il a inspiré nos auditeurs. En tout cas, j'espère. Est-ce qu'il y a un petit point de contact ou un endroit où on peut te retrouver, te suivre sur les réseaux, peut-être? J'ai pas beaucoup de réseaux, mais j'ai LinkedIn. Donc, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn sans aucun problème. Je mettrai les liens en description de l'épisode pour qu'on puisse te retrouver et retrouver Elneo aussi, le site internet, j'imagine. Oui. Ok, super. Jonathan, merci beaucoup pour cet épisode et merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi pour l'invitation. Et pour vous, auditeurs, j'espère que vous avez adoré cet épisode. En tout cas, moi, j'ai adoré l'enregistrer. En plus, franchement, Elneo, c'est quand même assez classe quand on rentre dedans. On va pas se mentir, l'entreprise est belle. Merci beaucoup, Jonathan. Merci à vous aussi d'avoir écouté cet épisode. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bonne journée à tous. Nous voilà à la fin de cet épisode. Déjà, merci d'être resté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note, un commentaire sur votre plateforme d'écoute ou un petit partage sur les réseaux. Ça fait toujours plaisir et ça aide à faire connaître le podcast. Pour échanger, proposer vos idées, partager vos expériences, on se retrouve sur les réseaux via le compte MyEcoDesign. Et puis, si vous en avez marre de bosser en apnée, alors on se rejoint sur la plateforme Breathe. Je vous mets tous les liens en description de cet épisode. Il est temps pour moi de vous dire au revoir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous.